Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'update film et séries du mois de mai. Et on va d'ailleurs commencer avec les séries que j'ai vues et terminées sur ce mois dernier. Et la première, il s'agit de Slasher. C'est une série qui est composée pour l'instant de 2 saisons. J'ai regardé pour une 3e mais j'ai rien trouvé. Pourtant la série n'a pas non plus été annulée. Donc je pense qu'il y aura une 3e saison, juste je ne sais pas quand. La particularité c'est que chaque saison en fait est complètement dissociée de l'autre. En fait c'est pas vraiment des saisons du coup. Je sais plus comment ils appellent ça mais en tout cas vous pouvez regarder l'une sans regarder l'autre. Ça n'a strictement rien à voir et bien qu'on retrouve des acteurs de la saison 1 dans la saison 2, ce ne sont pas les mêmes personnages. L'histoire de Slasher dans la première saison c'est en fait donc... je crois dans les années 80, il y a un couple, le soir d'Halloween, ils se font en fait assassiner et la femme, elle, est enceinte. Le tueur ouvre le ventre, sort le bébé et en fait on retrouve ce fameux bébé 30 ans plus tard qui revient dans la maison. En fait la maison lui appartient toujours et maintenant elle revient y vivre. Je vous avoue que déjà ce premier petit détail, moi jamais de la vie je serais revenue y vivre. J'aurais déjà revendu depuis longtemps la maison ou pire... Si voilà, dans une volonté un peu pèlerinage, je serais peut-être revenue pour voir, mais pas pour y revivre. Ça, non. Et du coup, l'intrigue donc de cette saison, c'est que à partir du moment où elle revient, eh bien en fait, il y a de nouveau un tueur qui agit dans la ville et en fait sous le même costume que celui qui avait tué ses parents, sauf que celui-là, il est en prison. Donc ça peut pas être le même. Et du coup, la question c'est qui est en train de tuer tout le monde et surtout pourquoi. La saison 2 fonctionne sur à peu près le même principe. On a du coup un groupe de personnes qui a en fait tué une personne il y a longtemps. Ils ont caché le corps, sauf qu'ils se sont rendus compte que là il y allait avoir des travaux à l'endroit où ils ont caché le corps, donc ils veulent revenir sur les lieux pour le récupérer, sauf que en fait de base c'était un camp de vacances, c'est en fait maintenant un chalet où se sont retirés des gens qui veulent se retirer un peu de la population. Donc on a ces deux groupes qui sont coincés dans ce chalet parce qu'il y a grosse neige autour et d'un seul coup les gens commencent à mourir. Donc pareil, qui et pourquoi. La première chose à retenir de cette série, c'est que c'est très gore. Voilà. Concrètement, on voit les meurtres et les meurtres n'y vont pas du tout par le dos de la cuillère. C'est pas je te tire une balle en pleine tête et puis tu tombes et puis voilà, c'est tout. Non, non, non. Viens, je te coupe un membre et puis on voit tout le sang et puis viens, je te... comme ça et puis je... Enfin... Voilà, dans l'idée. Donc c'est très gore, mais ça ne fait pas peur, c'est juste gore. Alors après, du coup, ça va bien avec le principe de la série, hein. C'est vrai que ce côté tueur vraiment sanguinaire, ça se justifie quand même assez bien, je trouve, avec l'histoire. L'histoire en elle-même, sur les 2 saisons, c'est vrai qu'on a envie de savoir qui c'est. On a des indices et en même temps on se dit oui mais peut-être que ça peut être lui ou elle. C'est vrai que c'est quand même assez chaud pendant toute la saison jusque vraiment vers la fin. On peut avoir pas mal de doutes mais qui peuvent être en plus balayés par autre chose. Donc même si on avait trouvé la bonne personne, et ben en fait finalement on a cru que non. Enfin c'est assez bien mené à ce niveau là, donc vraiment pour ça je trouve que cette série est pas mal. J'ai enfin terminé la saison 2 de Riverdale et alors comment vous dire que c'était trop nul. Il faut déjà prendre en compte une chose, c'est que la saison 1 et la saison 2 ne font pas le même format. La saison 1, il y a genre 12-13 épisodes, la saison 2, il y en a, il me semble, 25. Donc rien qu'à ce niveau-là, déjà, il y a une sacrée différence, et en fait, ça se ressent au niveau du scénario. Il y a énormément de choses qui tournent en rond. Les personnages, ils se retrouvent mais embringués, mais dans des trucs, tu te dis, mais c'est juste pas possible. Les intrigues, mais ça devient mais ridicule. Les personnages que j'aimais bien, maintenant, bah franchement, j'adhère plus du tout. Donc il y avait notamment Jughead dans la première saison, c'était vraiment mon personnage préféré. Là, de moins en moins en fait. Je trouve qu'il en fait trop, il a trop la confiance là, stop. Archie, que je trouvais vraiment bien pareil dans la première saison parce que il aimait bien aider ses amis, sa famille, ses proches. Puis là il se retrouve mais à la botte du père de Véronica, tu dis mais c'est pas du tout logique en fait avec le personnage. On dirait qu'il a perdu toute volonté et qu'il obéit au mec et... Enfin non, voilà, non. Il y a en fait encore toute une intrigue dans cette saison, mais comme je vous disais, comme elle dure bien trop longtemps, ça tourne vraiment en rond. Ils ont rajouté des choses...
Ça a d'ailleurs été renouvelé pour une saison 3 et franchement, non, j'étais pas pour. Quand je vois qu'il y a certaines séries qui sont annulées, comme par exemple Lucifer qui est vraiment sympa comme série, du coup là, non, je me dis mais c'est pas possible, Riverdale saison 2 c'est un gros flop le truc. Je ne m'étendrai du coup pas plus sur cette saison 2 de Riverdale, je suis pas sûre de regarder la saison 3, peut-être la commencer pour voir un peu ce que ça donne, mais concrètement... voilà, si c'est encore 25 épisodes comme ça, c'est pas la peine. Dans la même idée de série que j'ai commencé en fait il y a un moment, c'est Shadowhunters saison 3, et alors saison 3.1 on va dire, parce qu'en fait c'est la première partie là seulement de la saison 3 qui a été diffusée. Et donc je disais c'est le même principe parce qu'en fait c'est deux séries, il y a eu un épisode par semaine, donc ça fait un peu un petit moment que je me les traîne. Là ça y est, cette première partie est terminée et franchement c'était pas trop mal. Ça reste un peu dans la même lignée que les deux autres saisons, c'est-à-dire que c'est pas la série de ouf, mais ça se regarde bien, on est quand même dans l'intrigue, il y a les histoires de chaque personnage, donc ça j'aime bien, c'est pas que centré sur Clary. Il y a une intrigue avec du coup la nouvelle méchante, on a envie de savoir qui elle est vraiment, puis quand on en sait plus et tout, le puzzle se reconstruit un petit peu on va dire. Donc vraiment il y a des choses pas inintéressantes. Du coup donc c'est séparé en deux, la prochaine partie c'est en août, et par contre la série a été annulée. Alors je pense que ce sera donc pas de saison 4 a priori. Et bon, effectivement c'était pas la série du siècle, le personnage de... Enfin l'actrice qui joue Clary c'était pas non plus un personnage voilà, de fou au niveau jeu d'acteur pardon. Mais dans l'ensemble c'était quand même pas mal, j'aimais bien, donc bon je suis un petit peu déçue. Ensuite j'ai regardé les chroniques de Shannara saison 1 et 2. Alors ça c'est une adaptation en fait d'un roman, de deux romans, sachant que c'est un roman, ou a priori c'est une trilogie plutôt, et donc la saison 1 c'est sur le tome 2 et la saison 3 c'est très librement inspiré du tome 3 de ce que j'en ai compris. Ça faisait un moment que je voyais le truc passer parce que je sais que c'était passé sur France 4, là c'est sur Netflix, c'était beaucoup dans mes suggestions. J'ai mis quand même pas mal de temps avant de me dire allez je me lance, je vais tenter, parce que quand même ça m'intriguait bien cet univers fantasy, puis le fait que ça soit une adaptation, même si de base je n'ai pas lu le roman, mais voilà j'étais curieux. Finalement j'ai bien aimé, je trouvais ça quand même assez sympa. C'était pas encore une fois la série de balade hein, mais c'était quand même assez cool à regarder, je me suis prise au jeu, j'aimais bien les personnages, il y en a certains qui sont agaçants, ils ont certaines réactions qui sont totalement nulles, mais dans l'ensemble je trouvais quand même ça assez sympa. Donc en fait ça se termine sur la saison 2 sur une fin ouverte parce que sous-entendu une saison 3, malheureusement la série a été annulée après la saison 2, donc pas de suite. Je sais pas si en lisant les livres ce serait intéressant pour peut-être avoir la fin, parce que vraiment la saison 1 a l'air quand même assez proche du tome 2, mais la saison 3 ça a l'air d'être complètement... La saison 2 pardon, et le tome 3. On retrouve quand même bien l'univers fantasy, les maquillages sont pas trop mal n'empêche, parce qu'on a des elfes, on a des gnomes, les gnomes ils sont dégueulasses franchement. Il y a de la magie, il y a pas mal de petits trucs, il y a des démons, il y a du druide et tout. J'aime assez quand même ouais, ce que ça donne. Bon c'est peut-être juste les combats qui sont un peu trop je blablate et je te tape dessus ensuite. Bon, c'est des combats assez gentils, mais par contre ce que je trouve assez bien, c'est l'affinité des deux saisons. On n'est pas sur quelque chose de simple en fait en termes de finalité on va dire. Donc bon je veux pas non plus vous spoiler si vous avez quand même envie de regarder la série. Mais voilà, ça se laisse regarder. On continue avec 13 raisons, 13 Reasons Why, saison 2. Et alors là je vous ai fait une grosse vidéo à ce sujet, donc je vous laisse aller la voir si vous voulez vraiment un avis beaucoup plus complet. Du coup là je vais faire vraiment succinct. Cette saison 2 pour moi, déjà de base j'étais pas convaincue qu'ils en fassent une. Après l'avoir regardé je confirme, ils auraient pas dû en faire une. La saison 3 là d'ailleurs été annoncée, non, je suis pas pour du tout la saison 3, déjà 2 pas beaucoup, mais alors la 3 encore moins. Clairement en fait cette saison 2 elle était pas inintéressante de base sur le thème, le côté où on a le procès, on a aussi un peu plus les réactions de l'après-coup. De ce point de vue là, ouais, mais en fait c'est
tout ce qu'ils ont rajouté de ouais mais en fait vous ne saviez pas tout et du coup on vous rajoute 36 000 trucs parce que nous ça nous arrange au niveau du scénario, et surtout le côté surenchère. Alors là non. En fait ce que je trouvais intéressant dans la saison 1 c'était que on montrait les faits, c'était pas facile à voir. Il y a des ratings dans tous les sens, il y a des avertissements, etc. Donc c'est pas évident à regarder, mais c'était quand même assez réaliste. Là en fait on rentre dans quelque chose où on se dit ça devient ridicule, en fait il y a tellement de choses en même temps, c'est juste plus possible en fait. Et du coup je suis déçue parce que le message qui passait au travers de cette série, que je trouvais magnifique pour la saison 1 est vraiment intéressant, vraiment important, là sur la saison 2 pour moi c'est plus possible. Je vous laisse encore une fois aller voir la vidéo où vraiment je vous étends tous mes arguments. Il y a 3 gros arguments en fait de non à cette saison 2, je vous ai fait un gros récap. Ensuite on a terminé Designated Survivor saison 2. Alors cette saison 2, quoi en dire? Elle était pas mal, mais je pense qu'elle était trop longue, ça tourne un petit peu en rond. En fait j'aurais du mal à me prononcer sur la saison. C'est vrai que en plus on l'a pas regardé d'un coup, ça a traîné un peu en longueur aussi avec un épisode par semaine et tout, donc du coup oui ça traînait pas mal, mais j'ai du mal à vous dire à quoi. Je pense que je suis mitigée en fait, tout simplement. Il y a des choses intéressantes et d'autres, au bout d'un moment en fait ça fait un peu redite je pense. Après dans l'idée ça reste quand même une série que j'aime bien. Les personnages, donc autant le président que toute son équipe autour, je les trouve assez sympas. Ils ont tous des choses à apporter en plus à la série. Le groupe fonctionne bien. La série en elle-même est pas inintéressante parce que du coup comme on a le président qui a été, qui est devenu président malgré lui. On a encore ce côté-là un peu dans la saison 2 où au final on lui reproche. Il y a notamment une phrase d'un ancien président qui lui dit que en fait là depuis le début de son mandat, il ne gouverne pas, il survit. Et j'ai trouvé ça hyper représentatif de la série et c'est totalement ça en fait. Il passe son temps à essayer de rattraper tous les reproches qu'on lui fait, d'essayer de contenter tout le monde, et en même temps ouais ça c'est assez cool parce que du coup ça en fait un président quand même assez humain. Après c'est plus en termes des affaires voilà, politiques, les magouilles, les catastrophes, etc. Ouais là je pense que ça commence à être un petit peu redondant à ce niveau là. Donc bon la saison était pas mal mais pas non plus ultra marquante, franchement je me souviens pas de tout d'ailleurs. Il me semble que ça a été renouvelé pour une saison 3. Je pense que je regarderai quand même mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus foufou. Et enfin la dernière série terminée sur ce mois de mai, ce sont les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, saison 2. Ça on a mis vachement de temps à regarder, en fait on a eu du mal à rentrer dans la saison. On a adoré la saison 1, vraiment la saison 1 elle est super cool, mais pareil que pour la série d'avant, en fait ça commence à être un petit peu tout le temps la même chose et c'est un petit peu lassant. En fait le truc c'est que dans les orphelins Baudelaire, il y a une intrigue en fil rouge, hormis évidemment que les orphelins sont poursuivis par le comte Olaf qui veut récupérer leur fortune. Ça on va dire que c'est le thème principal. Il y a en fait le truc avec VFD qui est en arrière-plan et qui en fait distille des indices au fur et à mesure, mais je pense que là on est arrivé à la fin de la saison 2. On n'est même pas encore sûr d'avoir toutes les infos. Et au bout d'un moment, je pense que ça c'est un peu frustrant aussi. Au début c'était oui intéressant de pas tout nous dire d'un coup bien évidemment, sauf que là j'ai l'impression qu'en plus on avait des infos et on est un petit peu revenu en arrière ou on n'est pas sûr d'eux, enfin voilà. Pour moi ça c'est un côté un peu frustrant. Il y a aussi évidemment le côté frustrant, mais ça c'est la série qui veut que soit les gens meurent, soit ils sont cons, voilà concrètement. C'est une catastrophe cette série. D'ailleurs je suis très étonnée que le banquier soit toujours en vie. Hein. Donc en soi cette saison 2 était quand même sympa. Il y a des épisodes notamment vers la fin qui étaient je trouve encore mieux même. Après par contre ouais de manière générale c'est un peu tout le temps la même chose, un peu tout le temps le même principe donc bon. C'est un peu dommage. Là je pense qu'en fait j'aimerais bien
me concentrer un peu plus sur VFD, en savoir plus sur ces sociétés secrètes, etc. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Allez, on passe maintenant au film et je vais commencer par ceux qui ne sont pas récents, qui ne sont pas dans l'actualité mais que j'ai quand même découvert. Il y a pour commencer Ma vie sans lui avec Jennifer Garner. Donc l'idée c'est que Jennifer Garner, juste avant son mariage avec donc son fiancé, et bien celui-ci décède et tout le film en fait elle va en apprendre un peu plus sur lui, sur en fait et bien tout ce qu'il ne lui avait pas dit. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant en fait dans ce film, parce que si on compare par exemple avec PS I Love You où il décède et puis elle doit refaire sa vie sans lui, ça reste quand même quelque chose de très beau, les lettres qu'il lui laisse, etc. Par contre dans Ma vie sans lui, là c'est un peu le contraire, c'est que plus elle avance, plus elle découvre de choses et moins c'est funky à entendre. Alors ça part pas non plus dans tes extrêmes, hein. Ça se concentre quand même sur certaines petites choses, mais j'ai trouvé intéressant que effectivement tout soit pas tout beau tout rose, qu'elle se rende compte des choses au fur et à mesure, qu'elle apprenne à le connaître réellement, à savoir qui il est réellement, après sa mort malheureusement. Mais j'ai trouvé intéressant voilà, d'avoir ce point de vue là. Après ça reste quand même aussi une romance, donc il y a ce petit fil rouge qui en plus n'est pas je trouve la part principale du film, hein. Vraiment la partie principale c'est autour voilà, de qui était son fiancé, mais il y a quand même ce petit fil rouge de romance que j'ai bien aimé. Ensuite il y a Paranormal Activity The Marked One. Alors j'ai pas vu tous les Paranormal Activity, mais alors je pense sans trop me tromper, vous affirmez que celui-ci, c'est celui qui fait le moins peur. Pourtant, je suis une trouillarde. Moi, les films d'horreur, ça arrive quand même très fréquemment que je les regarde comme ça. Vous voyez, pour que j'en vois en fait le moins possible, ou alors limite je regarde qu'un coin de l'écran, ou vraiment au travers d'un gilet, ou voilà, je regarde quasiment pas en fait le film. De plus en plus, mais j'ai quand même du mal. N'empêche que ce film, mais il fait tellement pas peur, c'est dingue. En fait il y a quelques scènes qui sont je suppose censées, mais même les jump scares, il y en a pas des masses, mais même quand il y en a, je n'ai pas eu peur. Pourtant moi c'est le genre de truc que je déteste justement dans les films d'horreur, voilà, voilà. Bah là, même là j'étais mais même moi j'ai pas peur. Si moi j'ai pas peur, ça ne fait vraiment pas peur. Donc autant vous dire en plus que le film est un peu inutile, même s'il se raccroche je crois au premier film, mais en fait je trouve que ça apporte rien de spécialement nécessaire à toute cette intrigue autour de Paranormal Activity, et en plus pendant tout le film on n'avance pas spécialement. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on sait qu'il est pas bien, mais on n'avance pas spécialement pour le soigner en fait, et puis on le laisse bien faire sa merde. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais bon, bref, c'est pas très utile à regarder comme film. D'ailleurs en parlant de film pas très intéressant, on va continuer avec Les Potes. Alors ce film, donc il est pas sorti la semaine dernière, mais il est sorti il y a pas très longtemps. J'en avais entendu d'assez mauvais retours, et je peux vous confirmer, c'est tout nul. Franchement je me suis dit je vais regarder parce que bah les films un peu adolescents comme ça moi j'aime bien, et en fait là mais non, le fail total. Donc en fait l'histoire c'est qu'on a donc un groupe de 4 adolescentes, et il y en a une dans le groupe, son frère aîné, qui d'ailleurs joue dans les chroniques de Shannara dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le personnage principal. Donc elle a son frère aîné qui lui sort avec une de ses potes, et en fait il décède dans un accident de voiture. Ça c'est vraiment le début du film. Ensuite on va un an plus tard, donc en gros lui il était en terminale, il allait passer à l'université, et elle du coup elle passe en terminale. Donc là on arrive vraiment à la fin du lycée, et concrètement pendant tout le film on voit donc la nana qui était sa meuf chouiner, se plaindre, être pas contente, agir comme une petite fille gâtée et se droguer avec ses potes. Je pense que drogue, alcool, ça doit être ce qu'on retrouve le plus dans le film. Donc en fait c'est un groupe de 4 nanas qui se droguent avant d'aller en cours, pendant les cours, en dehors des cours, en soirée, le lendemain matin de la soirée, constamment, voilà. Et a priori c'est normal. Hein, ouais. Il y a une scène en fait avec une mère à un moment, et genre la gamine elle lui dit mais non mais c'est mon banc, tu te rends pas compte, il nous a suivis pendant tout le lycée. Et elle a dit non mais je m'en fous. Non, c'est pas ça que tu dois dire, c'est what? Quoi? Tu as eu un banc pendant tout le lycée? Non.
En fait, je pense que ce qui est intéressant dans ce film, c'est uniquement la fin où l'héroïne se fait un peu remettre à sa place, où on lui dit non mais en fait il n'y a pas que toi, ça ne tourne pas autour que de toi. Donc j'ai envie de vous dire, passez votre chemin parce que ça n'est pas touchant, ça n'est pas amusant, c'est juste lassant. Voilà. Et par contre, on va terminer sur les films que j'ai découverts avec un film que je ne peux que vous recommander, c'est The Kissing Booth, alias Le Stand à bisous. Alors ça, c'est un film donc, qui est sorti effectivement sur Netflix pendant le mois de mai, mi-mai je crois. Je l'ai pas regardé tout de suite, je me suis dit oh tiens que je connais pas et tout, et puis je me suis laissé tenter dans la semaine où il est sorti. Et en fait, quand je l'ai regardé, eh ben, je suis retournée en adolescence tout de suite. J'étais trop... Alors concrètement, c'est une adaptation d'un roman qui est sorti d'abord sur Wattpad, qui a été édité en anglais mais qui n'a pas été édité en français. D'ailleurs je me dis, vu que le film a eu beaucoup de succès, c'est pas impossible qu'il y ait des éditeurs là qui se disent dis donc faudrait peut-être le récupérer celui-là. Et je serais pas contre, je vous avoue. Avec sa suite aussi, hein, parce que vu la fin du film, moi pas être d'accord. Hein, non. Et pour l'histoire, quand même. Donc en fait on a l'héroïne qui a son meilleur ami, voilà ils sont meilleurs amis depuis qu'ils sont bébés, ils sont nés le même jour. Donc ils ont établi en fait des règles d'amitié comme ne pas se moquer de l'autre, ne jamais révéler les secrets de l'autre, toujours se réjouir pour lui, ce genre de choses. Donc vraiment des règles d'amitié très mignonnes. Ils ont une relation qui est vraiment fraternelle, qui est adorable, ils sont comme frères et sœurs. Le truc c'est que lui, il a un grand frère. C'est le grand frère grand, musclé, sportif, intelligent, marrant, drôle, je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Et évidemment elle craque un petit peu sur lui. Par contre, ça fait partie des règles, elle n'a pas le droit de toucher au grand frère. Donc évidemment elle fait tout pour ne pas baver devant, mais bon au bout d'un moment ça commence à être un peu compliqué. Suite à un concours de circonstances, ils se retrouvent à se faire un petit bisou tous les deux, et puis en fait eh ben, on se rend compte que ils sont amoureux tous les deux. Voilà, donc en fait tout le film, il y a toute cette évolution vers la création de la relation. Ensuite il y a un peu de la relation, après il y a aussi un petit peu de scène triste. Et c'est tellement mignon, c'est tellement touchant. Oh là là, j'ai trop kiffé. Oh là, ce film, il est adorable. C'est vraiment le type de romance ado que j'adore, je trouve ça trop chou. Il n'y a pas en plus que le côté romance tout mignon, tout rose en plus, c'est pas évident parce que donc, le personnage du grand frère, il a aussi il a ses soucis. Le petit frère et du coup sa meilleure amie, voilà, enfin bref, il se passe des trucs en plus. Voilà, il y a des moments touchants, il y a des moments romantiques. Il y a des moments trop mignons. Bon bref, allez regarder ce film quoi. Il est trop bien. Et bien voilà, c'est terminé. J'ai passé en revue tout ce que j'ai vu. Donc évidemment, j'ai commencé aussi d'autres séries entre temps. J'ai aussi regardé d'autres films. Mais bon, j'ai fait un peu le tri parce que sinon cette vidéo serait longue. Il y avait du bon et du moins bon. Et du très très bon. Oh là, Kissing Booth. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez regardé une de ces séries ou un de ces films et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!